Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter tous ces livres que je n'ai pas du tout payés. En fait ces livres on les a trouvés. Oui, comme je vous ai déjà dit, on va aux encombrants assez régulièrement et j'en trouve des pépites que je ramène. Il y a des choses que je laisse dans la boîte aux livres, il y a des choses que je vends et d'autres que je me garde parce que j'ai envie de les lire. Et puis après je les revends si j'ai pas envie de les garder. Ou pareil, je les remets dans la boîte aux livres. Je me posais souvent la question, parce que j'appelle ces vidéos book haul, je trouve que ça n'a pas de sens quand ce sont des livres gratuits puisque le mot haul ça veut dire un achat. Et là, comme je n'ai rien acheté, je me dis, est-ce que je vais pas appeler tout simplement ce type de vidéo avec des livres gratuits freebook, freebooks, on va dire. Donc, je pense que s'il va y en avoir au moins un qui sera payé, là, ça va s'appeler book haul, et pour le reste, ça va être freebook, freebooks. Ça sonne pas très joli. Freebooks, freebooks ou freebook, freebooks, freebooks. C'est mieux en anglais, freebooks. C'est ça, freebooks, on va les appeler, ces vidéos. Bon, aujourd'hui, dans ces freebooks, donc on va dire, ça va être la première, même si auparavant, il y en avait eu plein avec des livres gratuits, mais c'est pas grave, je les ai toutes appelées book haul, mais bon, je vais pas les renommer maintenant. Donc ça va être la première vidéo freebooks, et dans ces freebooks, il faut que je m'y habitue en fait. On va voir tout ce qui est dans les... Je vais étendre le téléphone parce que ça va commencer à me gonfler. Et donc ici, on va voir des livres poches et des livres brochés et quelques reliés. Donc essentiellement, c'est des livres poches et on va commencer par tout ce qui est classique. Comme d'habitude, je vais vous faire un résumé. Je vais les poser parce que je vais les faire tous tomber. Donc il y aura du classique, il y aura du poche mais un peu plus moderne, on va dire. Et il y aura des semi-brochés, brochés et reliés. Donc de toute façon, vous allez voir dans les chapitres à chaque fois, ça sera décrit par livre. Désolée pour le bruit, c'est le micro qui traîne par terre et qui fait ce boucan. Donc, Edgar Poe, histoire extraordinaire. Je ne crois pas avoir ce livre. C'est pour ça que je me le garde pour l'instant. C'est un livre trouvé, bien évidemment. Bon, je vais pas le répéter, mais vous savez bien, voilà, on fait des encombrants. Si jamais vous êtes intéressé par ces vidéos, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne Vita Beauté. J'aime bien, même s'il a été lourd, je trouve qu'il s'ouvre bien. Il n'est pas très... Bon, après, c'est vrai que les pages, la couverture est repliée, mais bon. En fait, c'était un retour des encombrants énorme, puisqu'il y en avait partout des livres. Il y avait plein partout. On n'a pas pu tout prendre, parce que c'est juste pas possible, mais il y en avait vraiment énormément. Donc ici, dans les histoires extraordinaires, on va voir Double assassinat dans la rue Morgue. Je vais peut-être vous les lire aussi en ligne. La lettre volée, le scarabée d'or, le canard au ballon, aventure sans pareil d'un certain Hans Pfaall, manuscrit trouvé dans une bouteille, dans une poubelle, non. Manuscrit trouvé dans une bouteille, une descente dans le maelstrom, la vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, révélation magnétique, les souvenirs de Monsieur A. Bidlow, Morella, Ligeia, Metzengerstein. Bon, ici nous avons 407 pages. Je vais vous lire un petit peu la quatrième donc. Baudelaire avait raison, ces nouvelles sont extraordinaires. Un homme atteint la lune en ballon, un autre transforme en or les vis-métaux. Les morts apparaissent pour entraîner les vivants au tombeau. Les malédictions s'accomplissent. Edgar Poe était fasciné par le rêve, le spiritisme, la métempsychose, mais aussi les sciences. Il a créé un monde irréel, d'autant plus envoûtant que le fantastique est peint avec logique et minutie. Cet écrivain américain ressentit toute sa vie la perversité qui existe en tout être. L'homme est sans cesse et à la fois homicide et suicide, assassin et bourreau. Edgar Poe a emprunté la voie royale du grand art. Il a découvert l'étrange dans le banal, le neuf dans le vieux, le pur dans l'impur. Voilà un être complet, disait Valérie. Waouh, ça promet. Et puis la couverture, quelle couverture. Ensuite, Zola, j'en ai jamais lu. Zola, très connu, mais j'ai jamais lu aucun de ses œuvres. Donc ici, il n'y a pas de descriptif. Voilà, ce que j'aime moins, c'est que voilà, étant donné que le livre est ancien, il s'ouvre très difficilement et ça risque de
faire perdre ces pages lorsqu'on va l'ouvrir pour lire, même si j'en abuse pas, je suis assez, on va dire, attentive avec mes bouquins, je n'aime pas les abîmer. Donc ici, nous sommes à 104 pages, au bonheur des dames. Et là, je sais pas quelle année c'est éditions Fasquelle, et on n'a pas l'année. Premier mot, édition Fasquelle, mais sinon c'est livre de poche, l'année 74. Et là, on dirait que c'est le grand marché, je sais plus comment on appelait ça. Là, c'est marqué une pancarte soirée. Donc ici, nous allons voir... Ah bah non, on n'a même pas... Attendez. Au bonheur des dames. Bah non, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Ça, c'est ce qu'il avait écrit d'autres. Ce sont d'autres bouquins qui ont été édités. Voilà. L'ordre indiqué ci-dessous est l'ordre chronologique, mais chaque ouvrage constitue un tout et peut être lu séparément. Oui, ce sont ses livres à lui. J'en ai lu aucun. Un peu c'est bien de savoir ce que c'est La fortune des Rougons, La curée, Le ventre de Paris, La conquête de Plassans, La faute de l'abbé Mouret, Son Excellence Eugène Rougon, L'Assommoir, Une page d'amour, Nana, c'est très connu dans mon pays d'origine, Pot-bouille, donc Au bonheur des dames, La joie de vivre, Germinal, on l'a je crois, L'œuvre, La terre, Le rêve, La bête humaine, c'est mon chéri qui me l'a offert à Noël cette année, il me semble, L'argent, La débâcle et Le docteur Pascal. Franchement, on n'a pas grand chose chez nous. Hein. Voilà, donc à découvrir déjà si je vais aimer ou pas. Et puis là, Zola, La terre, celui-ci c'est pareil, c'est un vieux livre des années fin 70 je pense. Il est collé en plus, les pages sont collées. Alors 71, il est encore plus vieux que l'autre. Voilà, et donc La terre, à découvrir aussi. Ensuite, les classiques c'est terminé, on va passer à quelque chose d'un peu plus moderne, mais en restant un petit peu, on va dire, dans le classique, puisque on va parler des essais. Donc là, c'est les essais de Frédéric Lenoir, petit traité d'histoire des religions, aux éditions Point. J'avais envie de le découvrir, enfin, de moi-même, je pense pas que je l'aurais acheté, mais vu qu'on l'a trouvé, ben, je me dis pourquoi pas. Ici, nous sommes à... Je pense que ça doit être intéressant de le savoir, un petit peu, tout ce qui concerne la religion, même si je suis pas une grande religieuse, hein. Moi, j'y vais pas à l'église tous les dimanches, mais c'est vrai que je crois quand même en Dieu. 373 pages, donc ici... Quelle est la toute première religion de l'humanité? Comment sont apparues les notions de Dieu, de sacrifice, de salut, de délivrance, de prière, de clergé? Pourquoi est-on passé du culte de divinité féminine à celui de divinité masculine? De la croyance en plusieurs dieux à la fois et un en-dieu unique. Pourquoi la violence est-elle souvent liée au sacré? Pourquoi y a-t-il plusieurs religions? Qui sont les fondateurs des grandes traditions et quel est leur message? Quelles sont les ressemblances et les différences fondamentales entre les religions? Des premiers rituels funéraires, des hommes préhistoriques aux grandes religions actuelles, Frédéric Lenoir explore de manière limpide l'univers foisonnant du sacré. Une question parcourt ce livre: à quoi servent les religions et pourquoi accompagnent-elles l'aventure humaine depuis l'aube des temps? Voilà, je regarde l'heure aussi en même temps, excusez-moi. Pour parler un petit peu de Frédéric Lenoir, donc c'est un philosophe, historien des religions et chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est aussi le directeur du magazine Le Monde des religions, co-directeur de plusieurs encyclopédies. Il est également l'auteur d'une trentaine d'essais et de romans qui ont connu un succès international. Ben voilà, à découvrir. Ensuite, on va aller vers le terrain que vous connaissez à peu près tous, je pense, Stephen King, donc Dead Zone. Je connais pas du tout ce livre, ce titre. Enfin, il faut dire que je connais pas beaucoup de titres de Stephen King, hein, ça c'est sûr. Mais par exemple, dans ceux-là qui sont derniers, donc là on est aux éditions Livres de poche, j'ai Carnet noir et j'ai Monsieur Mercedes, mais je n'ai pas Revival et je n'ai pas L'année du loup-garou. Bon, ici nous sommes à 500 pages pile poil. Je vais vous lire la 4e. Greg Stilson, candidat à la Maison-Blanche, est un fou criminel, grand admirateur de Hitler et d'autres maniaques de l'extermination. Quand il sera élu, ce sera l'apocalypse. Un seul homme le sait, John Smith, car il est doué d'un étrange pouvoir qui lui attire pas mal d'ennuis. Il devine l'avenir. Il n'y a rien de réjouissant à cela. Il peut prévoir les accidents, les catastrophes, les
les hécatombes, on ne le croit pas, ou alors on le croit trop. John Smith n'a encore rien dit de ses prémonitions. Pourtant, le candidat à la présidence des États-Unis est en démain. Que fera John Smith pour son pays? Oh, je pense que je suis très fatiguée. On entend bien mon accent qui ressort fort. Ensuite, j'ai envie de dire, je sais pas si ça va être dans le même style. Hein, c'est des grands détectives. Ça va être un petit peu moins glauque puisque Stephen King, il est plutôt, on va dire, dans le terreur, mais à la fois fantastique et thriller. Là, c'est des grands détectives. Donc Fiona Buckley dans L'ombre de la reine. Voilà, aux éditions 10-18. Il est neuf le livre en fait. Hein. Il est juste resté fermé comme ça. Il a vieilli étant fermé. 349 pages. Mais vous voyez, il est tout neuf en fait. J'ai tout nettoyé, mais il y a encore des trucs. On voit qu'il n'a jamais été ouvert. Traduit de l'anglais par Corinne Derblom. Inédit, donc grand détective dirigé par Jean-Claude Zilberstein. 2 ans après son couronnement, Élisabeth Ier d'Angleterre, que l'on croyait inexpérimentée, est devenue une souveraine au jugement implacable, respectée de la cour et de l'Europe entière. Mais derrière les révérences et les serments se cachent bien des ambitions et des amours secrètes, et Élisabeth doit s'entourer des soutiens les plus sûrs. Parmi eux, Ursula Blanchard, une jeune veuve sans le soupçon d'âme d'honneur, devient bientôt son plus fidèle agent. Dans cette première aventure, Ursula doit faire taire d'inquiétantes rumeurs. Le favori de la reine, le beau lord Dudley, est soupçonné de vouloir tuer sa femme pour devenir prince consort. Dans une cour où la moindre parole malheureuse conduit au billot, la jeune dame d'honneur devra user de toute sa finesse et de sa discrétion. Ouh là là, les intrigues de la couronne, de la cour. J'ai vraiment super mal au dos. Ensuite, Juliette Benzoni, comme je vous ai déjà dit, j'ai envie de découvrir cet auteur, cette autrice, auteur. Donc, nous sommes aux éditions Pocket, donc c'est un roman. La jeune mariée, les dames de Méditerranée Express. Et pour le coup, c'est le tome 1. Et ça, c'est pas mal. Bon, le livre, il a pris pas mal d'eau, hein, parce qu'en fait, il a plu vraiment énormément et ça s'est resté sous la flotte. Donc, 410 pages. Été 1902. Sur un arbre perché, Mélanie épiait le bal donné par son illustre voisine. La branche cassa. Mélanie tomba aux pieds d'un beau marquis. Elle avait 15 ans. Son cœur battait pour la première fois. Le marquis l'épousa. Lorsqu'après la fête, ils gagnèrent leur sleeping du Méditerranée Express, elle crut qu'ils embarquaient pour 6 terres. Il n'en était rien. Le marquis passa leur nuit de noces avec une danseuse espagnole. Effondrée, Mélanie voudrait mourir. Elle va se jeter du train lorsqu'elle est sauvée par un peintre énigmatique fort séduisant. Commence alors d'incroyables aventures au cours desquelles elle découvrira l'amour, déjouera d'ignominieux complots et attirera les regards d'un roi. Passion, larmes, émotions, le premier tome d'une grande saga. Donc il y a en tout 3 tomes. Et nous avons ici encore, ce qui est bien, c'est que c'est écrit quelles sont encore des sagas de Juliette Benzoni. C'est Les Loups de Lozargues, il y a 3 tomes. Il y a Fiora, 4 tomes, et les 13 vents, 4 tomes. Voilà. Ce livre-là m'a beaucoup intriguée. Héry de Lucas, Le poids du papillon. Aux éditions Gallimard, un roman. C'est un tout petit livre. Je pense qu'il doit être bien intense. On n'est même pas à 100 pages. Ici, on est à 81 pages. Il est neuf, hein. Et c'est assez intriguant. Je vous lis la 4e, donc traduit de l'italien par Daniel Vallin. Quelque part dans les Alpes italiennes, un chamois domine sa harde depuis des années. D'une taille et d'une puissance exceptionnelle, l'animal presse pourtant que sa dernière saison en tant que roi est arrivée. Sa suprématie est désormais menacée par les plus jeunes. En face de lui, un braconnier revenu vivre en haute montagne, ses espoirs en la révolution déçus. C'est lui aussi que le temps joue contre lui. À 60 ans passés, sa dernière ambition de chasseur sera d'abattre le seul animal qui lui est toujours échappé, malgré son extrême agilité d'alpiniste. Ce chamois à l'allure majestueuse.
Et puis face à ces deux forces, il y a la délicatesse tragique d'une paire d'ailes, cette plume ajoutée au poids des ans. Le poids du papillon, récit insolite d'un duel entre l'homme et l'animal, nous offre une épure poétique d'une très grande beauté. Henri de Luca condense ici sa vision de l'homme et de la nature, nous parle de la montagne, de la solitude et du désir pour affirmer plus que jamais son talent de conteur. Hors du temps et indifférent à toutes les modes littéraires. Donc Henri de Luca est né à Naples en 1950 et vit à la campagne près de Rome. Aux éditions Gallimard ont paru notamment donc ses livres Monte d'Idio, prix féminin étranger en 2002, Noyau d'olive en 2004 ou plus récemment Le jour avant le bonheur en 2010. Donc il est aujourd'hui un des écrivains italiens le plus lu dans le monde. Voilà. Et puis on va passer à tout ce qui est semi-broché et enfin broché et relié. Donc c'est un vieux livre celui-là, mais il m'a intrigué également. C'est un livre de Georges Langeland, Le masque de l'agent secret. Un homme Langdon. Aux éditions Robert Laffont. Voilà, bon, certes, il est vraiment bien abîmé, il est vieux, il sent le moisi un peu. Tout ce que j'aime, entre guillemets, mais il est vieux quand même. Hein. Achevé d'imprimer en mai 1961 sur les presses des impressions L. Schmitt, Paris pour Robert Laffont, éditeur à Paris. C'est pas un homme Langdon, c'est un nommé Langdon. Ok. Bon, c'est une écriture assez ancienne, on va dire. Nous sommes ici à moins de 300 pages, 298. Je vous lis la 4e, c'est assez intéressant et intriguant. Là, vous voyez les photos, c'est assez important aussi de le savoir, c'est le même homme. Voilà. Georges Langeland a été le héros de l'émission de télévision de Louis Pauwels en français dans le texte du 25 mai 1961. Né à Paris en 1908, Georges Langeland, anglais par son père, achève ses études supérieures à Londres. La guerre éclate. Il se bat en France après l'enfer de Dunkerque. Il parvient à regagner l'Angleterre où il est enrôlé par les services secrets de renseignement. Mais trop connu en France où il doit être parachuté, on lui refait un autre visage. Après de longues et atroces souffrances, c'est un homme nouveau et inconnu, un nommé Langdon qui part en mission. Mais il n'est pas seulement changé au physique. On a remodelé entièrement cet homme dans ses habitudes, sa personnalité. Sous l'aspect d'un homme tranquille, bien qu'il est loin de la réalité et à la fiction, il est devenu par certains côtés tel que ces héros de la littérature d'espionnage d'aujourd'hui. Voici d'ailleurs ce qu'il dit de lui-même. Je savais me bagarrer aussi bien, sinon mieux, que dans les films de gangsters et de cow-boys. Je savais faire sauter un pont, couler un navire de gros tonnage, saboter une locomotive avec une clé anglaise, faire dérailler un train avec un pare-dessous. Voilà. Donc ça promet, c'est assez intéressant. Je pense de toute façon, vous savez que tout ce qui concerne la guerre, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ces livres passionnants, intéressants, même s'ils sont assez difficiles à lire. L'envolée de Charlotte Brouillot, c'est un roman. Bon, le livre, il est taché. Édition du Panthéon. Complètement différent, mais très intriguant. Vous voyez, il est tout blanc à l'intérieur. C'est très étrange de voir des pages aussi blanches, immaculées. Ah bah oui, parce que c'est imprimé par Amazon. On reconnaît toujours ce code barre, et puis bon, c'est marqué ici. Qu'est-ce qu'on a ici comme un nombre de pages ? Nous sommes ici à un peu plus de 200 pages, 205, voilà. Le hasard a fait que nous nous sommes levés en même temps. Et le hasard a encore fait que nous marchions côte à côte. Nous allions manifestement dans la même direction. Il devait rentrer chez lui, je rentrais chez moi, j'essayais d'accélérer le pas, il essayait de ralentir, mais dès le départ, nous aurions dû faire l'inverse. Rebecca a peur des moustiques, parle anglais, préfère le cappuccino au café et aime la bière. Elle croit au destin, aux chiffres impairs et à la lune. Elle a une sœur redoutable, une meilleure amie explosive et ses parents sont séparés bien qu'amoureux. Réfléchie, pudique, tourmentée, amoureuse de Lucien, elle peine à être légère. Patiemment, elle devient ce qu'elle doit apprendre à être et s'envole enfin. Avec ce premier roman aussi grave qu'aérien, Charlotte Brouillot touche du doigt l'essentiel. À la fois drôle et sérieuse, désespérée et pleine d'espoir,
Sa plume déroule une histoire d'amour, d'amitié et de jeunesse, mais surtout de vie dans ce qu'elle contient de plus amer et de plus beau. Ça a l'air assez intéressant et j'aime beaucoup cette couverture très contemporaine, très jolie. Ouf, la vidéo elle est vraiment longue et il me reste encore 2, 4, 5 livres. Je suis désolée, je vous fais vraiment une très longue vidéo là. Il y a un livre qui est assez intriguant et je me dis si j'avais pas déjà entendu parler, qui s'appelle Tanger 54. C'est un livre de Mona Thomas, aux éditions Stock La Forêt. Il est neuf. Nous sommes ici même pas à 200 pages non plus, donc c'est 180. Et il y a cette odeur quand même les livres qui sont restés dans l'humidité. Voilà, on va parler de ce tableau qui s'intitule donc Tanger 54. Alors, qui est l'auteur du dessin que l'acteur Gérard Desartes trouve sur un marché en Normandie l'été 2010? D'où vient ce pastel figurant un jeune arabe? Et que signifie l'inscription qui y est apportée Will S. Bourouk, Tanger 54. Mona Thomas, amie de l'acteur, mène l'enquête intriguée par des indices aussi mystérieux que prometteurs. Elle compose autour de cette énigme un livre haletant. Embarquée dans le Tanger des années 50, lieu d'élection de la Beat Generation, qui y vivait une aventure artistique hors du commun. Mona Thomas y croise parmi tant d'autres l'écrivain américain Paul Bowles, revisite l'œuvre et l'existence torturée de Francis Bacon et approche Ahmed Yacoubi, jeune peintre et modèle tangérois, pâtissier en paradis artificiel vers qui tout converge. Chemin faisant, en explorant les pistes les plus inattendues, le récit dégage une hypothèse pour le moins audacieuse, qui porte le lecteur vers un épilogue sidérant et lumineux. Le pastel inconnu est montré pour la première fois dans ce livre, qui en révèle l'histoire. L'œuvre sera exposée à la Kunsthalle de Karlsruhe, en Allemagne, dans la grande rétrospective William S. Bourouk, qui aura lieu de mars à août 2012. Bon, c'est déjà passé. Ça a l'air intéressant, ça fait un petit détective, mais tout en restant dans l'histoire et puis dans l'art. Donc, Mona Thomas, et puis je pense qu'on va pas mal voyager là-dedans. Mona Thomas est née dans le Finistère, et vit à Paris. Écrivain et critique d'art, elle a déjà publié 8 romans, dont À l'art, aux éditions Fayard en 95, et Comment faire une danseuse avec un coquelicot, Champvallon, édition Champvallon en 2006. 3 essais d'art contemporain et la bibliothèque du docteur Lise, aux éditions Stock La Forêt, donc 2011. Voilà, plutôt pas mal comme la bibliographie. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là. C'est un livre au format relié de Selma Lagerlöf que je pense qu'on va lire ensemble, L'anneau des Löwenschild. Mais il me semble qu'il y avait aussi L'anneau maudit qu'elle avait écrit, j'ai confondu les deux. Donc est-ce que c'est le même titre, mais est-ce que c'est le même livre, mais qui s'intitule différemment, selon les traductions, je ne sais pas. Voilà, Selma. Et ça me donne envie de le lire avec vous. Oh là là. Ouais, en fait, il faut encore que je le nettoie parce que je sais pas ce que c'est que ces graines. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je vais passer l'aspirateur de toute façon, là. C'est quoi ces graines? Bon, ça se présente comme ça. Ça va être assez court, hein, je pense. Et rapide en lecture. Et ouais, vraiment, ça me donne envie de le lire ensemble. Il est à peine à 200... Même pas à 300 pages. Il est à 223 pages. C'est un exemplaire à 10. Donc, il est numéroté. Donc, aux éditions Je Sers. Voilà. En tout, le tirage était à 6250 exemplaires. C'est quand même important. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est si important que ça. Exemplaire 10, c'est pas mal. C'est dans les premiers. Voilà, donc concernant ce bouquin. Là, je vais couper pour revenir tout de suite après. Il m'en reste plus que 3. On va terminer cette vidéo donc avec les 3 derniers qui restent. Celui-là, il a bien aussi pris l'humidité. Dommage. Mais le livre, il a l'air très intéressant. Donc, traduit de yiddish par Batia Baum. Donc, Joseph Bulov, Yossik. Une enfance dans le quartier du vieux marché de Vilna, Lituanie 1904-1920, aux éditions Phébus. Je rigole, Yossik, parce que ça fait
un diminutif de Iosif. Je ne sais pas comment... Joseph en français, voilà. Joseph, diminutif de Iosif en russe. Et donc ça fait Iosif, ça sonne un peu... C'est très doux. Donc ici, nous avons 460 pages et ça a l'air super intéressant. À sa mort en 1985, Joseph Bulov, le légendaire animateur du théâtre juif de New York, laissait dans ses papiers ce récit inédit, considéré aujourd'hui comme l'un des maîtres livres de la littérature yiddish de ce siècle. Il y évoque les heurts et malheurs de ses jeunes années, celles d'un chenapan fameusement débrouillard dans les sombres ruelles du ghetto de Vilna, donc Vilnius, Lituanie, mais alors que l'on pourrait s'attendre à un récit pleurant misère, car la vie n'était pas rose à l'ombre du vieux marché, au début de ce siècle, c'est un feu d'artifice picaresque que nous sommes conviés. Les amateurs d'histoire juive seront comblés, et tout autant ceux qui se plaisent à voir revivre les fastes exemplaires de la glorieuse canaillerie des bas-fonds. Ce creuset d'impertinence, de poésie et de sagesse où la littérature depuis les Mille et une nuits et François Villon jusqu'à Isaac Bashevis-Sanger et Albert Cohen a puisé avec générosité. Le livre de Bulov, roman autobiographie, récit ethnographique sciemment dévoué, clame bien et haut, s'abâtardise. Qu'en dire d'autre, sinon que c'est drôle, que c'est triste comme Charlot et qu'on oublie de s'y ennuyer. Voilà, donc ça a l'air d'être assez puissant, assez... comme arc-en-ciel ou feu d'artifice, j'ai envie de vous dire, arc-en-ciel, ça va être plutôt quelque chose de assez doux, coloré, mais je me demande s'il va pas y avoir un peu de feu d'artifice qui sera un peu plus puissant qu'un simple arc-en-ciel coloré. On verra bien. En tout cas, ça promet, ça donne envie de découvrir. Puis j'ai trouvé, je pense que ça doit être un peu c'est les mémoires, donc ça fait un peu la biographie, donc autobiographie, Elisabeth Schwarzkopf, Les autres soirs. J'adore cette photographie qui est très très belle. Je ne sais pas si c'est pas la dame qui attendez, parce que moi j'ai pensé vous savez la marque Schwarzkopf. Je vais regarder avant de vous dire des bêtises. Est une musicienne et soprano allemande, naturalisée anglaise, née le 9 décembre 1915 à Jarocin, est morte le 3 août 2006 à Schrunch en Autriche. Elle fut l'une des grandes sopranos du XXe siècle. Donc c'est pas celle que je pense, mais enfin c'est un nom assez répandu, Schwarzkopf. Vous pensez je pense que vous savez de quoi je parle, à peu près à quoi j'ai pensé. Et son nom de naissance c'est Olga Maria Elisabeth Friedrich Schwarzkopf. Je me demande si elle n'a pas des origines russes non plus. Donc Elisabeth Schwarzkopf est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de Lieder et est constamment réputée pour ses interprétations d'opérettes viennoises ainsi que des opéras de Mozart, Wagner et Richard Strauss. Voilà, donc je vous lis la 4e, je vais vous dire déjà, ici nous sommes pas loin de 400 pages, c'est un livre illustré, on a pas mal d'images ici, je n'aime pas ce type de livre parce que les pages tombent. Ce sont des livres collés et ça, je voulais vous montrer quelques photographies qui font partie de ce livre. Elles sont belles ces photographies. Voilà. Je vais pas vous lire la 4e puisqu'il n'y en a pas. Donc, côté à découvrir, je vous en parlerai une fois que j'ai découvert et que j'ai lu ce livre, parce que là, il n'y a rien à vous dire. Donc, et le tout dernier, c'est complètement différent. Pierre Bordage, Rive Gauche, aux éditions La Talente, en super bon état. Et c'est semi-broché, on dirait, parce que ça fait vraiment petite taille par rapport au brochet, mais en longueur, je parle. Mais c'est assez large comme le brochet et assez épais quand même. Bon, alors ici, nous sommes à un peu plus de 400 pages. C'est complètement différent de ce que je lis d'habitude, déjà. Mais je me dis, si je vais lire aussi lentement, que tous ces livres qui se passent dans 7-10 ans, peut-être que pour moi ça sera d'actualité, je ne sais pas, il faut que j'accélère un petit peu mes lectures.
Donc en 2033, les humains ont été chassés de la surface désormais inhabitable. À Paris, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain. Des communautés sont installées au niveau de certaines stations de rive gauche, plus ou moins en contact, souvent en conflit. La surface est crainte parce qu'irradiée, rive droite est un lieu maudit. Dans les méandres des boyaux de Paris, à défaut de lumière, les émotions sont plus vives, les rancœurs plus tenaces, les haines plus exacerbées, Ah, c'est quoi ce mot? Plus exacerbées. Une œuvre sombre et baroque en 3 volumes. Ah! Donc rive gauche c'est le premier, rive droite et puis cité. Oh non! Il y a 2 autres. Bon, à découvrir déjà celui-là si je vais apprécier. Mais ça a l'air sympa de lire les 2 autres en même temps, puisque rive droite, selon ce qu'on dit ici, c'est un lieu maudit. Et cité, qu'est-ce que ça va être? Bon, à découvrir, écoutez, je suis très heureuse de mes acquisitions, de nos trouvailles. Ça me donne trop envie, il faut vraiment que j'accélère ma lecture, sans bien évidemment tomber dans l'excès. Je veux dire accélérer dans le sens lire assez régulièrement, parce que là, ça fait un petit moment que j'en ai pas beaucoup lu, aussi suite à beaucoup d'occupations autres que la lecture, beaucoup de fatigue accumulée, donc pas le temps, pas de force en fait de lire le soir comme je le fais d'habitude. Je le faisais aussi dans la journée souvent, mais par manque de temps, je n'ai pas beaucoup de possibilités de plonger dans la lecture, mais j'ai trop envie en fait, donc il faut que je sois un peu plus assidue comme je l'étais avant, afin que j'atteigne mon but aussi pour la fin d'année de lire 50 livres. Là je suis qu'à 6 et on est déjà au mois de mai, hein, donc il faut se dépêcher un peu. Et disons que la saga de Fleurs captives de Virginia C. Andrews m'a un petit peu descendu le moral. C'est une saga assez complexe, compliquée émotionnellement et assez pesante. Donc c'est le tome 3 qui est le plus long, non 4 qui est le plus long, qui fait plus de 600 pages et qui m'a pris 2 mois. C'est énorme. Les livres de Lucinda Riley qui font plus de 700 pages, je les lis en 5 jours, une semaine. Ça va, parce que ce sont des livres qui se lisent vite, qui sont très immersifs, qu'on aime beaucoup. Mais alors là, c'était assez difficile quand même. Donc là, j'ai ramé. Je suis à la dernière, au dernier tome, donc 5. Je vous en parlerai dans une de mes vidéos de point de lecture. Là, il n'en est pas question. Et ça promet, la fin est assez intéressante. Voilà. Et le tome 4 m'a même fait pleurer, pour vous dire. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle n'a pas été beaucoup trop longue et épuisante pour vous, mais plutôt intéressante et passionnante, et que ça vous donne envie également de lire. Dites-moi ce que vous pensez de ce titre de playlist Free Books. Voilà, j'en ai pas d'autres idées pour l'instant. Je trouve que ça sonne mieux Free Books que les livres gratuits. Et c'est plus court, hein, donc il faut que le nom soit assez court, concis et avec une sonorité plus ou moins appréciable. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin de pouvoir suivre mes nouvelles sorties de vidéos. Mettez les pouces en haut afin de me soutenir, de continuer. Et puis, bonne écoute, bonne lecture. Une très bonne journée ou soirée, tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!